merci Ariel pour cette invitation et puis la confiance donnée. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir vous raconter et vous apprendre d'un point de vue, on va dire, scientifique. Donc je suis médecin dans une unité INSERM, donc on fait un peu de recherche, notamment sur l'organe sensoriel, les organes sensoriels, et évidemment on a une partie qui est liée au domaine de l'espace, au domaine du mal des transports, et c'est pour la raison pour laquelle Ariel Fuchs m'a invité. Je vous fais une diapo, j'ai essayé de faire très court, 10 minutes, j'ai essayé de ne pas louper. Une diapo quand même de biologie. La gravité quand même, on va dire un paramètre fondamental avec l'oxygène et la lumière, qui non seulement ça n'a pas un effet uniquement mécanique, mais ça a un effet sur l'ensemble du développement à la fois moteur mais aussi cognitif. Et ça, on est en train de l'apprendre et de le découvrir depuis surtout les 10 dernières années. Et je veux bien, voilà. Et pour vous illustrer ça c'est un des premiers organismes qui date d'il y a 500 millions d'années. Et juste pour vous montrer, il y a 2 organes sensoriels. Les 2 premiers, c'est l'organe, c'est l'oreille interne, l'organe de l'équilibre, pour aller trouver la verticalité, notre sens de la verticalité extrêmement complexe à construire. Et 2, ça c'est le premier œil. Donc ces 2 organes sensoriels sont les 2 premiers organes sensoriels et se sont développés à tous les niveaux du cerveau, envoyer des informations à tous les niveaux du cerveau, jusqu'aux fonctions cognitives les plus complexes, notamment la perception de notre corps et la perception de soi. Voilà pour cet aspect. Donc vous imaginez que ça mesure la gravité terrestre. Donc la gravité va façonner tout ce qui est relié à ces organes sensoriels. Et lorsque l'on modifie la gravité, eh bien on va fondamentalement modifier probablement le développement du corps humain. Alors, est-ce que l'on connaît tout? Est-ce qu'on a toutes les données scientifiques actuellement pour aller répondre aux prochaines missions, alors scientifiques et médicales, pour répondre aux prochaines missions à la fois lunaires, martiennes, etc., et puis d'autres sur mer. Alors, je vais vous donner j'étais au Congrès spatial, on m'a demandé de parler de la cognition, c'est-à-dire des fonctions intellectuelles, et de l'espace. Et c'était il y a 15 jours à Toulouse. Alors, on a une tartine de données faite par nos collègues scientifiques sur la perte de gravité, les effets sur la pression artérielle, les effets sur le muscle et l'os, ça vous connaissez ça, et je me retourne vers nos astronautes qui sont ici présents, des effets sur les changements de cycle de la lumière, les radiations, et puis les aspects confinement, isolement et charge de travail, avec l'aspect à la fois émotionnel, interaction sociale, et puis l'anxiété, le stress que tout ça peut générer. Donc ça, on a énormément de données là-dessus. Et qu'en est-il de la cognition? Alors si on regarde sur une excellente et récente revue, avec des jours de mission, voilà, des missions qui sont relativement longues, il est noté, on n'a pas d'effet cognitif sur le long terme, ce qui est relativement rassurant, c'est parfait. Seulement, lorsque vous regardez ce qui a été analysé à la fois dans l'espace et puis dans les analogues, eh bien, il manque énormément de choses. On a surtout des capacités motrices, de la mémoire de travail et des choses là qui ont été évaluées avec quelques fonctions sur le jugement, sur l'attention, mais de façon relativement sommaire finalement. Et il manque énormément de composantes sur les effets cognitifs sur l'ensemble de ces environnements-là. Donc, la perception de notre corps et toute notre capacité de représentation de l'environnement, notre capacité à se mouvoir, à réaliser des tâches complexes que font nos collègues astronautes visio-spatiales et motrices, sont gouvernées par l'ensemble de ces informations vestibulaires. Cette perception d'orientation de mouvement et cette perception et cette intégration dans l'ensemble, vous voyez, dans l'environnement dans lequel on se situe pour assurer notre navigation et puis l'ensemble des fonctions qui y sont reliées, eh bien, dans l'espace, tout ça est relativement et fortement perturbé. Plus de gravité, ça influe ici. Et puis, l'information visuelle est également impactée. Donc, si vous regardez les toutes dernières données, eh bien, dans ces zones, qui sont des zones, vous voyez, du cortex temporal ici, qui s'approprient, qui reçoivent et qui intègrent l'ensemble de ces informations, eh bien, la première donnée que l'on a, qui est toute récente, montre que dans ce cortex, là, dans cette zone du cerveau, eh bien, on a une diminution de l'activité, ce qui n'est quand même pas négligeable.
Et deuxième chose, on a un certain nombre de données non publiées et subjectives sur ces capacités visio-vestibulaires, and high-end control performance, etc., qui sont altérées avec quelques soucis, et ça, je me retourne vers nos collègues astronautes, sur les performances de conduite automobile sur la Lune, de téléopérateurs, de taxes de rendez-vous et de docking, etc. Donc il y a quand même des choses qui semblent être un peu plus difficiles à réaliser. Alors, là, on a des données manquantes donc, sur toutes ces fonctions qui sont reliées à nos capacités visio-vestibulaires, notre perception du corps est modifiée. Et ça, c'est encore mal exploré dans le domaine de la microgravité. Deuxième, on va passer dans l'hyperbarie quand même un peu. Comme vous avez vu hier un très bon exposé, c'était vous qui vous avez fait un très bon exposé, sur l'ensemble de la décompression est connue, l'exploration jusqu'à les records de plongée, effectivement, on ne peut pas aller au-delà d'un point de vue physiologique, on a ces données-là. Par contre, si on prend les nouvelles plateformes de travail qui sont le Sea Orbiter, on a des données sur les plongées très profondes qui ont duré jusqu'à 6 jours. On a des données sur des plongées peu profondes qui durent, on va dire, quelques heures. Mais on n'a aucune donnée sur ce type d'habitat où les futurs aquanautes vont être mis en condition pendant 3 à 6 mois, comme dans l'ISS, à une atmosphère de 2 à 3 ATA, 2 à 3 atmosphères, et pendant 3 à 6 mois. Donc, sont des personnes qui vont travailler à saturation pendant 3 à 6 mois. Quel va être l'impact sur l'aspect émotionnel, l'aspect interaction sociale, l'aspect cognitif? Est-ce que ces personnes-là vont être capables de travailler à 100% ou pas? Alors, ce n'est pas un cri d'alerte en disant attention, c'est dangereux, non. Il va falloir vérifier ces choses-là. Donc, on a encore des données médicales et scientifiques qui nous manquent pour aller s'assurer, on va dire, du côté opérationnel des futures personnes qui vont travailler sur ces plateformes. Alors, en plus, quand on combine à la fois les données sur l'aspect hyperbarie, vous voyez, à basse pression, entre guillemets, et si on y rajoute le problème du mal des transports, qui est relativement... Alors, évidemment, en voiture, c'est un peu gênant, etc. Mais quand on est à travailler, ce que vous disiez juste avant, la transition, elle est parfaite, avec des conditions de mer qui se jouent jusqu'à des creux exceptionnels. Là, ça devient beaucoup plus difficile. On a, nous, des programmes de travail, justement, sur ces rotations qui sont faites jusqu'en Antarctique pour amener les scientifiques. Et il y a un besoin pour essayer de rajouter, améliorer, optimiser les contre-mesures vis-à-vis de ces troubles sensoriels qui ne sont pas gravissimes en soi, mais qui vont réduire la fonctionnalité des missionautes ou des aquanautes ou des astronautes aussi à bord. Donc là, il y a encore beaucoup de travail sur la physiopathologie, la compréhension et les contre-mesures. Alors, une chose, mais ça c'est uniquement mon point de vue, et peut-être que les staffs médicaux ici présents, qui sont représentés au moins à Franck de Wind, on a pour chacune de ces environnements des équipes médicales qui sont auprès des personnes, des candidats sélectionnés, quel que soit l'environnement, espace, mer, environnement confiné comme les stations polaires, avec des équipes médicales qui assurent la sélection, le suivi et l'amélioration des contre-mesures. Et d'un autre côté, ça c'est ce dont je fais partie, où nous on envoie un certain nombre d'expériences pour aller étudier la physiologie, la cognition, par l'intermédiaire d'agences spatiales. Donc on a des données qui sont de recherche. Vous avez des données, les équipes médicales ont des données très médicales et au plus proche, et je trouve qu'on manque d'interaction un petit peu au jour d'aujourd'hui entre alors c'est moi qui le dis, c'est juste ma propre opinion, mais vous n'avez peut-être pas la même chose, mais je pense qu'entre ce que l'on est capable de mesurer et de faire, et notamment les nouveaux outils d'exploration et de mesure des fonctions cognitives, sensorielles et autres, eh bien on a probablement plus d'interaction à faire ensemble pour améliorer l'ensemble de ces conditions de travail, améliorer on va dire la vie et le caractère opérationnel pour l'ensemble des humains qui travaillent sur ces plateformes. Alors, j'en profite pour faire un petit, pas de publicité, mais je ne voudrais pas uniquement parler, mais vous inviter aussi à travailler ensemble, puisqu'on est en train de développer
un groupe de recherche environnement extrême. On est au sein du CNES, et comme il y a des représentants du CNES, j'en profite, il y a un groupe de recherche sciences de la matière qui est bien organisé, bien structuré. On n'a pas de groupe de recherche de sciences de la vie. Et donc on a un manque, il y a un manque au jour d'aujourd'hui pour optimiser nos expériences, créer des sets, on va dire, d'évaluation de l'os jusqu'au muscle, jusqu'au cerveau, qui soient complets, maximum, et on est un peu trop en compétition les uns des autres, plus que travailler ensemble. Donc on est en train de drainer à la fois en microgravité et aussi avec l'aspect hyperbarie, le domaine hyperbare, on en a parlé avec Jean-Jacques Risseau, c'est Jean-Éric Blateau, etc. Donc les sociétés savantes sont évidemment tous demandeuses de ça, et on tend, et il faut tendre vers ça, c'est ce qu'on est en train de développer, et il le faut à la fois pour optimiser, on va dire, l'évaluation des performances humaines, mais aussi d'un point de vue stratégique. Depuis 2-3 ans, à la fois sur le plan national en France et européen, il n'y a plus du tout de financement de la biologie, physiologie portant sur l'homme des environnements extrêmes. Ça a disparu de l'ensemble des appels de recherche, des appels d'offres, parce qu'évidemment il y a le cancer, parce qu'il y a l'épidémiologie, parce qu'il y a les aspects pollution qui sont tout à fait évidemment justifiés, mais sur les centaines de millions d'euros, je pense que 4-5 millions d'euros sur un groupe de recherche où on travaille ensemble avec une expertise commune à la fois nationale et internationale, permettra beaucoup plus d'aller améliorer l'ensemble de ces évaluations. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les agences spatiales, et on les remercie, qui nous donnent des financements, mais uniquement eux. Donc meilleure organisation, meilleure visibilité et meilleure stratégie à la fois financière pour rendre et montrer l'importance de cette recherche médicale et scientifique à bord de ces environnements qui sont relativement différents, mais qui permettent de mieux explorer le corps humain. Et l'idée que je veux vous donner, c'est également, on fait les expériences faites sont toujours un peu hétérogènes entre les bases antarctiques, l'ISS, etc. On n'a jamais de choses comparables. Il est toujours difficile d'aller pouvoir un peu classer les différents paramètres d'environnement extrême sur les effets à la fois physiologiques et psychologiques et cognitifs. Donc, une approche un peu standardisée et complète permettrait de se dire, eh bien voilà, dans un environnement de gravité modifiée, si on y associe les radiations, l'environnement isolé, eh bien le risque, il est un tel. Est-ce qu'on a un effet spécifique de la gravité, ou est-ce que ce sont des effets plus généraux, et auquel cas les contre-mesures peuvent être appliquées à l'ensemble des environnements extrêmes? Ça, c'est des questions qui demandent encore du travail. C'est un exemple pour vous montrer qu'avec nos collègues allemands, c'est pas pour nous faire de la publicité et nous faire mousser du tout, mais sur ces fonctions cognitives, on va aller mesurer une structure cérébrale dans le cerveau par IRM, et avec des nouveaux tests qui permettent de mieux explorer l'ensemble des fonctions neurosensorielles, eh bien on va aller tester des gens qui vont travailler en Antarctique pendant 8 mois, voilà, des gens en isolement, les manips d'isolement NASA qui sont en cours, et dans l'ISS sur les astronautes, et ça nous permet avec le même type de test d'aller voir quels sont les environnements les plus à risque, les moins à risque, est-ce que c'est pareil, est-ce que les contre-mesures sont adaptées ou peuvent être optimisées. Alors pourquoi est-ce que nos super-héros astronautes réussissent l'ensemble des tâches qui leur sont demandées en microgravité en partie? Eh bien c'est l'entraînement qui est essentiel et qui permet de recalibrer et d'assurer. En fait, ils ont un tel entraînement qu'on change de stratégie et de travail, c'est-à-dire qu'ils vont automatiser, et ça c'est vous qui me direz si je dis des bêtises, ils vont automatiser toutes les procédures intellectuelles pour maintenir les capacités attentionnelles, parce qu'on sait qu'elles sont un peu réduites dans l'espace, réduire la fatigue. Tout va être automatisé. Et tout, il n'y a rien de laissé au hasard. Par contre, sur les futures plateformes d'exploration, qui demanderont un peu plus d'autonomie probablement, et puis où on se retrouvera avec des conditions nouvelles et des besoins attentionnels forts et de capacités sensorielles fortes et on va dire visio-vestibulaires, eh bien, est-ce qu'il y a un risque justement pour des explorations beaucoup plus lointaines ou pas?
probablement, et c'est là où il faudra assurer. Alors, la sélection, elle est physique et psychologique, mais possiblement, des collègues travaillent sur les facteurs épigénétiques. Il y a des personnes qui vont être plus facilement s'adapter aux environnements extrêmes que d'autres. Il n'y a pas de marqueur au jour d'aujourd'hui, mais ça, c'est possible que ça vienne dans la sélection, dans les dizaines d'années qui viennent. Adapter, mieux évaluer les fonctions cognitives de façon standardisée dans ces différents environnements et de faire des auto-évaluations pendant les missions. Ça, c'est une chose qui n'est pas forcément, je pense, finalement faite. Et enfin, les contre-mesures dans les nouveaux habitats devront être des contre-mesures qui seront multimodales. On peut se dire, ben voilà, le sujet est entraîné, que ce soit en hyperbarie ou en milieu spatial, on a une plasticité synaptique, on a des capacités d'adaptation fortes, on est des terriens, on est exceptionnellement intelligents. Eh bien, on verra ce qui se passe quand on arrive sur Mars ou sur la Lune, et puis sur les mois qu'on va passer à travailler, on peut se dire on fait ça. C'est quand même relativement à risque, et ce que je pense, c'est que les contre-mesures devront être multimodales, à la fois sur le corps, ce qu'est la pression, les exercices physiques, par exemple, qui sont faits dans l'espace, sont utiles, mais pas suffisants, et on aura des vêtements un peu autocompressifs associés à des stimulations sensorielles à la fois vestibulaires et visuelles par la réalité virtuelle, qui permettront justement de se calibrer vers un niveau de gravité différent, d'adapter la personne à un niveau de gravité différent. Voilà un peu pour ces quelques pistes et idées sur ce qui existe, ce qu'il y a, et puis ce qui manque encore et le travail qui reste à accomplir. Merci de votre diligence. Merci.